crois qu'on peut tous se retrouver maintenant pour conclure. On était un petit peu plus long que prévu, mais c'était intéressant. Vincent, Christian, Philippe, Eric, peut-être un petit mot de la fin pour dire au revoir à nos auditeurs, Oui, si ça vous va. moi je dis que pour avancer en politique de santé publique, il faut se baser sur la science, il faut se baser sur les retours de terrain en France et dans tous les pays. Et là, je vois que la science est bafouée car il y a beaucoup de publications internationales, même si ce n'est pas publié dans les plus grands journaux du monde, mais on voit que les plus grands journaux du monde, comme le Lancet et le New England Journal of Medicine, on a vu qu'ils avaient pu publier des études frauduleuses. Donc, c'est pas parce que c'est pas publié dans ces grands journaux que ça n'a pas de valeur. Il y a quand même des très bons articles sur tout un tas de traitements qui marchent. Et puis, il y a le retour de terrain quand on compare les différents pays. Donc, nous, en tant que conseil scientifique indépendant, on doit montrer que la science apporte beaucoup de données qui ne sont pas forcément soutenues par nos autorités. Ça, c'est pour moi le pire des scandales, parce que moi, comme j'ai participé à toute la politique de santé publique pendant des années et j'ai jamais vu une dérive comme on voit aujourd'hui. Merci Christian, vous vous souvenez pour tous, il y a de très nombreuses publications qui ont été faites depuis, mais Kamran Abbasi, qui est l'éditeur en chef associé du British Medical Journal, a sorti un éditorial pendant la crise Covid qui est très parlant, rien que par son titre, puisqu'il dit Covid-19, Politicization, Corruption and Suppression of Science. Covid-19, politisation, corruption et suppression de la science. Donc on en est rendu là avec une boussole à dire le Nord qui est un petit peu cassée et à nous d'essayer de faire le tri, de retrouver des savoirs, de retrouver comment retrouver son chemin dans tout ce bazar. Et c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble, parce que tout seul on n'y arrive pas et qu'il faut être nombreux pour pouvoir faire le tri. Vincent, tu veux nous dire un petit quelque chose? Oui, effectivement, tout à fait. Bon, les chiffres gouvernent aujourd'hui, effectivement, et il faut s'interroger sérieusement sur la manière avec laquelle ils sont produits. Donc, en fait, de plus en plus, et je pense que ce sera un des rôles du comité scientifique indépendant, c'est de produire des documents qui soient sourcés, qui soient autonomes, qui soient vérifiables, qui soient traçables par tout le monde. C'est une condition nécessaire. Et donc oui, il y a beaucoup de choses. Donc Eric Mena a beaucoup parlé des vaccins. Donc effectivement, les courbes de vaccination, de mortalité post-vaccination ont tendance parfois à interroger. On a sorti beaucoup de courbes de mortalité, donc j'ai suivi le développement de l'article de Toubiana, Laurent Toubiana, qui n'est pas là ce soir, mais sur l'idée que tout ça, en 2020, on ne meurt pas plus qu'en 2015, voilà, et que c'est même une année de mortalité historiquement basse pour les moins de 65 ans. Et puis, il y a aussi des courbes dont je vous parlerai bientôt sur le masque chez les enfants et le retour des et des asthmes chez les enfants, hélas. Et donc, oui, beaucoup de chiffres, et il faut être très prudent et toujours très sourcé sur les chiffres. Mais c'est quelque chose de fondamental de savoir comment ils étaient construits. Et donc, ce que j'ai présenté sur l'étude de Fontanet, c'était effectivement une manière de voir que si on contrôle un petit peu de près, on voit hélas, comme a bien dit Christian et comme tu l'as rappelé Louis, on voit des horreurs qui sont publiées dans des journaux et qui servent de référence. Merci beaucoup Vincent. On attend avec impatience ces nouvelles courbes, notamment cette mortalité entre 2015 et 2020 qui permettra de relativiser ce qui se passe, même si c'est pas anodin. Je crois que ça permettra à beaucoup de gens de souffler un petit peu et de revenir à la réalité. Philippe, Eric, si vous voulez conclure. Oui, bah moi je dirais qu'il y a un dénominateur commun quand même depuis le début de cette crise, c'est qu'on manque totalement d'argumentaire, enfin ceux qui ne sont pas de notre côté, et que ça fait du bien d'avoir de vrais chiffres et pouvoir comparer effectivement. Et je crois que pour rebondir sur ce que tu as dit, Louis, effectivement c'est aux patients de convaincre les médecins, et on parle de plus en plus de patients experts, et souvent les médecins sont un peu la tête dans le guidon, donc on compte vraiment sur ces patients experts, ceux qui ont été touchés par la Covid ou ceux qui se sont un peu plus renseignés, pour informer gentiment leur médecin traitant pour leur dire « Docteur, que pensez-vous de cette étude ?» Et c'est là où on va questionner les médecins qui peut-être pourront à un moment se dire « Ah mais oui, peut-être bien que… » Voilà. Donc, c'est très agréable d'avoir des experts comme vous là et présentant des études, des vraies études et qui, a priori, n'ont jamais été contredites.
Merci beaucoup, Eric. Je te laisse la parole. Peut-être Oui, pour merci, conclure, nous dirons. oui, merci à tous. Je pense qu'il faut insister sur des choses aussi de base, et je rebondis sur ce que vient de dire Philippe. La solution est certainement dans les mains du peuple, du grand public, des usagers de la santé. Il faut bien comprendre que, au-delà des études qui doivent être rigoureuses et lues de façon globale, comme vous l'avez tous montré, il faut retrouver aussi du bon sens. J'ai illustré ça avec deux exemples que nous aurons l'occasion de développer dans des prochaines capsules et dans des prochains lives. C'est les tests. Je suis désolé, mais depuis que le monde est monde, depuis qu'on sait faire des tests biologiques, depuis qu'on a des études de médecine, on nous a toujours expliqué que les tests sont là pour éclairer la clinique, mais que la clinique est reine. Or, aujourd'hui, on fait des raisonnements scientifiques et des raisonnements politiques sur des tests sans aucun symptôme clinique. La clinique doit être éclairée par les tests, mais c'est la clinique qui prime. Et l'autre élément, c'est d'avoir simplement du bon sens. Euh, on sait très bien qu'on aura du mal à démontrer, par exemple, malgré les 70 ou 80 études sur l'ivermectine, que l'ivermectine est un traitement parfait. Mais personne n'a demandé à ce que l'ivermectine soit un traitement parfait. Mais le bon sens, c'est de se dire, entre un traitement comme l'ivermectine, que l'on connaît depuis des décennies, qui n'a aucun effet secondaire et qui a manifestement une efficacité, même si elle est modérée. Supposons qu'elle soit que modérée dans le Covid. Face à cette ivermectine, il n'y a rien. C'est-à-dire que si vous avez soit un traitement efficace, même modérément efficace, mais efficace, sans danger, pas cher, et en face, vous n'avez rien, vous choisissez quoi? Vous choisissez forcément le traitement qui vous donne des chances d'aller mieux. Eh bien non, on n'a choisi rien. On a choisi de laisser les gens chez eux et à ne pas se soigner et en espérant, en priant qu'ils se guérissent tout seuls. C'est une aberration vis-à-vis du bon sens. C'est une totale folie. Et au-delà, encore une fois, d'études scientifiques randomisées avec des chiffres parfaits. Le bon sens veut qu'on soigne des gens malades avec les meilleurs traitements dont on dispose, même s'ils n'ont pas fait la preuve d'une efficacité absolue. L'ivermectine ne va pas guérir tout le monde, mais elle guérira toujours beaucoup plus de gens que rien. Et c'est ça le bon sens. Et c'est ça que doivent demander les patients. Ils doivent demander à être pris en charge médicalement comme ils en ont le droit. Euh, Au-delà, j'ai envie de dire, des bagarres de chiffres et de scientifiques. Revenons à notre pratique, c'est-à-dire la clinique. Est-ce que les gens sont malades ou pas? S'ils sont pas malades, ce sont pas des malades. Il faut arrêter de les mettre dans les courbes des malades. Et deuxièmement, quand ils sont malades, il faut les soigner. Voilà, c'est ça le bon sens. Et c'est ce qu'on essaie de développer, évidemment, dans ce conseil scientifique indépendant. C'était une vision vraiment loyale, bienveillante et objective vis-à-vis d'une maladie, je suis désolé, aujourd'hui, qu'on sait prendre en charge. On le fait, on est nombreux à le faire. On est des milliers de médecins en France à prendre en charge cette maladie. Moi, je le fais au quotidien. J'ai la chance, ou peut-être que c'est grâce aussi au traitement, d'avoir eu 0 décès dans ma clientèle. Donc, Merci beaucoup, Eric. on peut vraiment faire mieux. Merci beaucoup, Eric. Effectivement, cliné en grec, c'est le lit du malade. Hein. C'est donc cette invitation que tu nous donnes de revenir au réel, hein, de revenir au malade lui-même avant d'être dans des chiffres, dans des courbes frelatées, frauduleuses ou compliquées. Et finalement, ce soir, on a sourcé l'intégralité de ce qui a été dit. Nous avons délivré une information claire, loyale et appropriée, conforme aux données acquises de la science, pour que le patient puisse faire un choix libre et éclairé. Nous sommes en plein dans le code de déontologie. Déon en grec, c'est ce que je dois faire. Nous sommes en plein dans ce que nous devons faire et ce que tous les médecins doivent faire. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, en fait, pour le jeudi soir prochain. Et il y aura une séance de questions du public où vous serez invités à nous mettre au défi, à nous mettre sur le grill, à voir si vraiment ce qu'on a dans le ventre et si ce qu'on dit tient la route. Donc, invitez vos amis, invitez vos copains pour venir nous voir. Ce soir, c'était le galop d'essai, donc ce sera qu'une rediffusion. Et puis, on rediffusera chacune des séquences une par une au long de la semaine pour que vous puissiez les regarder par petits bouts dans votre voiture ou les écouter en podcast, pour que vous puissiez les transmettre à votre médecin chéri et préféré.
Voilà. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir.